Waouh, les petits angoissés! Aujourd'hui, on s'envole pour la cordillère des Andes. Allez, c'est parti! Le vol Fuerza Aérea Uruguaya 571, également appelé drame de la cordillère des Andes, était un vol assurant la liaison entre Montevideo en Uruguay et Santiago au Chili. Le 13 octobre 1972, l'appareil, un Fairchild FH-227 de la Force aérienne uruguayenne, s'écrase dans la cordillère des Andes dans le département argentin de Malargüe. Sur les 45 passagers et membres d'équipage, 17 meurent lors du crash ou dans les 24 heures après l'écrasement, et 12 autres dans les 2 mois suivants, dont 8 dans une avalanche. Ayant appris grâce à une radio que les recherches avaient été abandonnées et isolées sans nourriture à 3600 mètres d'altitude, dans des conditions climatiques difficiles, les survivants se résolvent à manger les corps des passagers morts, préservés par le froid. Pour ainsi dire, condamnés à se sauver par eux-mêmes. Fernando et Roberto Canessa parviennent au terme d'un périple de 10 jours à rejoindre une vallée et contacter un cavalier. Les 22 et 23 décembre, plus de 2 mois après l'accident, les secours récupèrent finalement les 16 survivants. Le 12 octobre 1972, un Fairchild FH-227 de la Force aérienne uruguayenne quitte l'aéroport international de Carrasco à Montevideo, en Uruguay, pour rejoindre Santiago au Chili. À son bord se trouvent principalement des joueurs de rugby, de l'équipe de Old Christians, de Montevideo, qui doivent disputer un match au Chili, ainsi que des parents et des amis des joueurs. L'avion se pose pour une nuit à Mendoza, en Argentine, à cause des conditions climatiques difficiles. Le lendemain, le 13 octobre 1972, le pilote de l'appareil, le colonel Julio Ferradas, choisit de traverser la cordillère des Andes au passage du Planchon, au sud de Mendoza. Une fois traversé, l'avion doit prendre le cap au nord pour rejoindre Santiago. Croyant avoir franchi entièrement le passage dans les nuages, le copilote avertit la tour de contrôle de Santiago qu'il se trouve au-dessus de Curicó et qu'il va virer pour amorcer sa descente. La navigation à l'estime du copilote est cependant fausse. La vitesse de l'avion est plus faible à cause du vent et le temps habituel de la traversée a été rallongé. L'avion descend trop tôt et malheureusement percute un premier pic qui arrache l'aile droite. Celle-ci est projetée vers l'arrière et emporte à la dérive avec tout l'arrière du fuselage et quelques passagers. L'aile gauche est à son tour arrachée lors d'une collision avec un second sommet. L'avant du fuselage termine sa course dans la neige d'un glacier à 3600 mètres d'altitude, dans une zone reculée du département de Malargüe, à proximité de la frontière entre l'Argentine et le Chili. Les 33 survivants, bloqués dans le froid et la neige, se retranchent dans l'avion qui sert d'abri contre le vent et le froid. Ayant une réserve de nourriture limitée, ils se rationnent dès les premiers jours. Ils apprennent par le poste de radio portatif que les opérations de recherche sont abandonnées 8 jours après l'accident, car l'avion, de couleur blanche, est jugé indiscernable dans la neige. Ayant épuisé leur maigre réserve de nourriture, ils essayent de manger les bandes de cuir arrachées au bagage. Mais le traitement chimique du cuir est non comestible. Ils déchirent les coussins dans l'espoir d'y trouver de la paille, mais n'y trouvent que de la mousse de remplissage. Nando Parado annonce que pour survivre, il va manger le corps du pilote qui a été préservé par le froid. Plusieurs autres survivants ont d'ailleurs eu la même idée. Roberto Canessa, un étudiant en médecine, montre à ses compagnons d'infortune comment découper méthodiquement le corps, avec des éclats de hublot ou des lames de rasoir. Après le cadavre du pilote, ils mangent la chair de leurs amis morts. Le 29 octobre, en pleine nuit, une avalanche recouvre totalement l'avion et fait 8 nouvelles victimes. Ayant trouvé un appareil photo dans la queue de l'avion situé à 2 km de l'épave, Parado prend des clichés de la vie quotidienne des survivants autour de l'épave. Dès les premiers jours, certains ont proposé de partir à la recherche des secours et des expéditions limitées ont été organisées autour de l'appareil. Mais l'altitude, le froid, la malnutrition et la cécité des neiges empêchent toute entreprise de grande ampleur. Il est finalement décidé qu'un petit groupe parte à la recherche des secours avec les vêtements les plus chauds et les plus grandes rations de nourriture, la chair congelée de plusieurs corps. Après plusieurs tentatives infructueuses, Fernando Parado et Roberto Canessa parviennent seuls à franchir la chaîne montagneuse se trouvant à l'ouest du site de l'écrasement, puis à descendre dans la vallée du Rio Azufre. 10 jours après leur départ,
il rencontre près de Los Metenes un paysan, Sergio Catalán, qui alerte les autorités. Le 22 décembre, 2 hélicoptères de l'armée, guidés par Parado, rejoignent le lieu de l'accident, mais ne peuvent embarquer que 6 survivants par manque de temps. Les autres sont récupérés le lendemain matin et hospitalisés à Santiago afin d'être soignés pour gelure, malnutrition, déshydratation, scorbut et mal aigu des montagnes. Les secours retournent finalement sur place avec un prêtre pour inhumer les corps à 80 mètres de l'avion, dont les restes sont incendiés. Ayant raconté à leurs sauveteurs la manière dont ils ont survécu, les 16 rescapés nient en public la rumeur d'anthropophagie, jusqu'à l'organisation d'une conférence de presse au cours de laquelle l'un d'eux, Pancho da Galdo, emploie la métaphore de la communion, le dernier repas du Christ, pour justifier leur acte. Cette défense par la communion se fait moins par conviction religieuse que par souci de tourner les événements pour les disculper. Cette transgression exceptionnelle d'un tabou alimentaire est en effet vue comme un péché, mais le pape Paul VI les absout. Alors, à noter qu'il y a un musée qui est consacré à la catastrophe et qui se trouve à Montevideo. Quand même, un musée consacré à cette catastrophe. Il y a eu aussi des films, dont Supervivante de Los Andes, réalisé par René Cardona en 1976 et basé sur le livre de Clay Blair, Survivre. En 1993, Frank Marshall réalise Les Survivants, une adaptation du livre Les Survivants. Je vous conseille ce film qui est fantastique et on a l'impression de se plonger dans la catastrophe et d'être aussi un passager. Et heureusement que ce n'est pas le cas. Ils ont quand même dû se manger entre eux, je vous le rappelle. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Êtes-vous prêt à tout pour survivre? Auriez-vous mangé vos camarades? Même si vous êtes vegan, hein? Auriez-vous mangé le pilote? Et encore pire, vos camarades, ceux qui jouent avec vous au rugby, les membres de votre famille. Parfois, dans le film, on voit, il y en a un, il refuse de manger sa mère, je crois, ou sa sœur. Et donc, c'est lui qui sera mangé à son tour, vu que de toute façon, il va décéder, on ne peut pas combattre la faim. Et ils sont restés tellement longtemps à essayer de chercher à manger. Ils ont quand même essayé de manger le contenu du tube de dentifrice, c'est-à-dire que la faim vous pousse à rechercher tout ce qui peut être comestible. C'est-à-dire, vous vous rendez compte des lanières de sacs, les lanières des ceintures de sécurité, mais bon, c'est traité avec des produits chimiques, comme je l'ai dit avant, et c'est non comestible, bien entendu. Je vous conseille d'aller voir le film. Vous me direz ce que vous en pensez. Si toutefois vous l'avez déjà vu, dites-moi ce que vous en pensez également. Si vous avez eu l'impression d'être immergé avec eux dans la catastrophe. Et surtout, seriez-vous prêts à tout pour survivre? À bientôt les petits angoissés!